Ohayou gozaimasu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée aux troubles bipolaires. La journée mondiale de ce trouble psychique est le 30 mars. Pour vous préparer le contenu de cette vidéo, j'ai été accompagné par l'association Bipolaire Si Tu Savais, basée à Nancy. Je vous en parle en fin de vidéo. Alors c'est quoi finalement les troubles bipolaires? Qui est concerné? Comment accompagner? Quels sont les symptômes? Quel rôle pour les aidants? On en parle juste après le générique. Ah! Parce que c'est notre projet! Moi je pense que la question elle est vite répondue. J'aime me battre. Ah, c'est pas faux. Ça fait partie de la psychanalyse. NANI? Le trouble bipolaire se caractérise par des épisodes, des symptômes, maniaques, hypomaniaques et ou dépressifs. Leur récurrence varie selon le type de bipolarité, j'y arrive. Ce trouble, dont la composante génétique n'est pas négligeable, débute en général chez l'adulte jeune, entre 15 et 25 ans. Il figure dans la liste des pathologies les plus invalidantes d'après l'OMS. Il est hyper important d'en parler, déjà parce que c'est un trouble psychique qui peut être invalidant et qui peut entraver le parcours de vie des personnes, mais aussi parce que le taux de suicide est élevé et que le retard de diagnostic reste encore aujourd'hui très préoccupant. Si on reprend les infographies du docteur Igor Tiriez, qui est psychiatre et également fan de rock and roll, notons que le trouble bipolaire peut se révéler sous deux formes différentes et qu'il existe également ce qu'on appelle le trouble cyclotimique. En ce qui concerne le trouble bipolaire de type 1, on va retrouver des épisodes maniaques qui vont durer au moins une semaine. Pour ce qui est du trouble bipolaire de type 2, on va retrouver un épisode dépressif qui va durer au moins 2 semaines avec la présence d'un épisode hypomaniaque qui va durer au moins 4 jours. Quant au trouble cyclotimique, on va noter la présence de symptômes hypomaniaques sans forcément remplir tous les critères de l'épisode hypomaniaque et la présence de symptômes dépressifs, pareil, sans remplir tous les critères de l'épisode dépressif. A noter que le trouble bipolaire de type 1 et 2 ensemble concerne environ 1% de la population, mais que ce pourcentage peut être doublé voire triplé si on tient compte de tout le spectre du trouble bipolaire. Chez les personnes qui souffrent de troubles bipolaires, on peut retrouver différents types de symptômes. Déjà, les personnes qui vivent avec un trouble bipolaire se sentent très souvent hyper fatiguées. Ils observent un ralentissement dans les gestes du quotidien, au niveau de la motivation et du dynamisme. Et ça peut être plus tôt le matin, avec un mieux le soir, voire un ressenti de fatigue qui va durer tout au long de la journée. Cette fatigue-là, elle peut parfois être perçue comme un signal, un symptôme qui vient nous dire que la personne va peut-être moins bien en ce moment. On peut retrouver également une difficulté à gérer les émotions. Les personnes concernées peuvent avoir du mal à faire la différence entre une émotion qui serait ressentie de façon normale, standard, et une émotion plutôt disproportionnée. Par exemple, il est normal de se sentir joyeux à l'approche d'un événement plutôt positif et plaisant, comme par exemple le fait de changer bientôt de lieu de travail. Il est aussi normal de se sentir triste si on échoue dans un domaine dans lequel on pensait réussir, par exemple. Mais si la joie déclenche une exaltation ou une euphorie, ou si l'événement négatif va déclencher une colère très très noire, très très intense, on peut se questionner par rapport à des émotions qui seraient vécues de manière disproportionnée, ce qui peut avoir des conséquences négatives pour la personne. Bon, là c'est le neuropsychologue qui parle. Les troubles cognitifs. Plusieurs fonctions peuvent être touchées, avec par exemple des difficultés à maintenir son attention, sa concentration durant les conversations ou les lectures, et on va retrouver aussi parfois des difficultés au niveau de la mémoire. On vous parle d'ailleurs d'attention et de mémoire dans les vidéos qui vous sont présentées juste ici. On peut retrouver aussi chez les personnes concernées par un trouble bipolaire des difficultés au niveau somatique, physique. Les études ont pu constater de forts facteurs de risque au niveau cardiovasculaire par exemple, la sédentarité, l'obésité, le tabagisme ou encore une consommation trop élevée de graisse et de sucre. Et à tout cela s'ajoutent des facteurs psychologiques. On va retrouver par exemple parfois un fort stress parce qu'on se sent incompris par son entourage familial, proche. On peut aussi se sentir mal parce qu'on ressent un décalage vis-à-vis de la normalité, qu'est-ce que je hais ce mot, que nous dicte la société. Les personnes qui sont concernées par un trouble bipolaire peuvent aussi avoir moins de ressources pour faire face aux situations difficiles, de par cette vulnérabilité psychique et tous les symptômes qu'on est en train d'évoquer.
Et du coup, de tels événements peuvent parfois majorer les symptômes et participer à la rechute et à un nouvel épisode éventuel. Avant de prescrire un traitement médicamenteux, en dialoguant avec la personne concernée par le trouble bipolaire, le ou la psychiatre va évaluer comment les symptômes ont un impact et viennent perturber le fonctionnement dans la vie quotidienne. Un éventuel traitement sera ainsi proposé pour soulager la souffrance exprimée par la personne et observée par le médecin durant l'entretien. Cette réponse médicale va viser un nouvel équilibre pour que les personnes se sentent plus calmes, plus reposées, apaisées et en phase avec elles-mêmes. Et ça tombe quand même vachement bien qu'on ait sorti un livret sur les traitements médicamenteux il y a quelques semaines. Vous pouvez le retrouver ici. Le lien est évidemment dans la description. A noter que je ne possède aucune action dans un quelconque laboratoire pharmaceutique. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. On retrouve par exemple les classiques sels de lithium qui peuvent aider à réguler les troubles de l'humeur. Ils sont efficaces plutôt dans la prévention des épisodes maniaques et viennent renforcer parfois l'action d'antidépresseurs. Les antidépresseurs, quant à eux justement, ils vont diminuer l'humeur dépressive, empêcher, réduire les ruminations anxieuses, mais aussi diminuer le sentiment de culpabilité et d'indignité. Quelle indignité. Les hypnotiques benzodiazépiniques Ah, c'est pas faux. aident à nous apaiser et à détendre les muscles. Pour cette raison, ils vont être utilisés en tant que somnifères. On retrouve par exemple le nitrazepam, le mogadon, ou encore le loprazolam, Avlan. Il peut arriver que les personnes concernées par un trouble bipolaire arrêtent leur traitement quand elles rentrent dans une phase maniaque ou hypomaniaque. Parce que les personnes veulent profiter de l'élan qu'elles peuvent ressentir plutôt que d'avoir les effets ralentisseurs du traitement. Et honnêtement, humainement, ça se comprend carrément en fait. Après, il peut y avoir aussi plein d'autres raisons, comme des conflits ou la notion de liberté par exemple. Mais quand on parle de traitement, il est toujours super important de suivre les prescriptions. Et clairement, je ne suis pas un exemple, il m'est arrivé d'oublier mon traitement plusieurs fois, ou d'en prendre un de plus ou un de moins. Donc, loin de moi l'idée de faire la morale. Oh non, mon cher Brintellix, je t'ai oublié, c'est impardonnable. Un épisode maniaque nécessite parfois une hospitalisation complète parce qu'il y a plein de symptômes qui peuvent venir perturber la personne. Hyperactivité, agitation ou encore insomnie par exemple. Le cadre de l'hospitalisation va donc viser le repos pour retrouver un bon sommeil et aider peut-être aussi à l'amélioration de l'effet des traitements. De l'autre côté, un épisode dépressif majeur peut aussi nécessiter une hospitalisation à temps plein. Parce qu'on peut retrouver à ce moment-là une forte perturbation du sommeil, de grandes idées de culpabilité, voire des idées suicidaires, et justement l'hospitalisation elle va aider à contenir tout ça pour protéger la personne. En dehors de ces moments d'hospitalisation, il existe évidemment plein de structures, plein de lieux qui peuvent accompagner et accueillir les personnes concernées par un trouble bipolaire. Centres médico-psychologiques, psychologues ou psychiatres en libéral, hôpital de jour ou encore les centres d'accueil thérapeutique à temps partiel. Et ajoutez à ça les groupes d'entraide mutuelle, les associations d'usagers et de familles, etc. Les membres de la famille, les proches, vivent déjà avec la maladie sans savoir de quoi souffrent les personnes concernées. Le diagnostic, que ce soit pour des troubles bipolaires ou autres, peut arriver super tard. De ce fait, il nous paraît essentiel que les personnes concernées et les membres de leur famille doivent apprendre à connaître les signes de la maladie, à anticiper les éventuelles rechutes, les éventuelles décompensations, et donc à accompagner la personne dans un parcours vers son bien-être. Les proches peuvent aussi souvent se positionner par rapport au traitement, sa mise en place, son équilibration, son adaptation aux besoins de la personne concernée. Ayant appris à vivre avec la personne qui souffre du trouble bipolaire, les proches et les familles ont évidemment un regard que n'ont pas les personnes qui ne les voient qu'une fois de temps en temps en consultation. Il est également super logique que les membres de la famille souhaitent aussi utiliser leur capacité d'empathie pour venir en aide à la personne. Les proches vont constater les difficultés présentées et souhaitent évidemment apporter leur soutien. Ce qui est intéressant ici, c'est que tout en ressentant le vécu de la personne concernée, on peut arriver aussi à garder un peu de recul pour savoir poser la réflexion, pour savoir faire la part des choses. Il peut arriver aussi que la personne concernée ait besoin d'aide au niveau pratique. Par exemple, être accueilli pour partager les repas s'il y a des difficultés d'organisation, des difficultés financières, ou encore être hébergé s'il y a une peur par exemple de dormir seul dans son appartement. On va chercher ainsi l'équilibre entre la proximité et la distance pour aussi accompagner la personne dans son processus d'autonomie, être là quand il y a besoin, mais aussi l'aider à retrouver son pouvoir d'agir, j'ai envie de dire. Ah, et super important aussi, les proches peuvent évidemment s'impliquer aussi dans le parcours de soins, on parle de contrat thérapeutique. Celui-ci peut s'établir entre la personne concernée, son ou sa médecin, et les proches.
On aura par exemple un membre de la famille qui sera désigné comme personne de confiance, qui pourra informer, évidemment avec l'accord de la personne concernée, l'équipe soignante en cas de difficulté. Cette personne de confiance pourra par exemple accompagner la personne en souffrance dans les consultations médicales et, si besoin, et si c'est la solution à choisir, signer une requête d'hospitalisation à la demande d'un tiers par exemple. En préparant tout ça avec la personne concernée, on parle de directives anticipées en psychiatrie, on s'assure d'essayer de fournir les soins les plus adaptés aux besoins de la personne qui la mettront le plus à l'aise. Vivre avec une personne qui souffre d'un trouble bipolaire bouscule les certitudes. Les membres de la famille peuvent être préoccupés par l'amélioration des symptômes, des éventuelles rechutes et donc s'oublier et oublier leur propre santé mentale au passage. C'est alors justement l'état de santé des proches qui peut se dégrader et pour ça il existe des solutions comme les consultations peut-être en famille, les associations de famille, des groupes de parole, de l'éducation thérapeutique à destination des familles et j'en passe. Wow, regardez comme la transition est parfaite! Témoignage. En lien avec notre partenaire, l'association Bipolaire Si Tu Savais, j'en ai parlé en début de vidéo, nous avons sélectionné quelques témoignages à la fois de personnes concernées et de leur entourage. Je vous invite à retrouver tout ça et bien plus encore sur leur site internet, lien, description, vous connaissez. On a par exemple Marie en 2018 qui nous dit « Je dirais, pour aider le malade, ce que je recommanderais aux gens qui l'entourent est d'être très persévérant car cela peut très vite devenir désespérant et on peut se retrouver dans des situations dont on a l'impression qu'elles sont sans issue. » Nous avons également choisi le témoignage de Paola en 2020. En mai 2010, à l'aube de mes 50 ans, mon compagnon m'a quitté. Je ne m'y attendais pas, j'ai alors connu des crises d'angoisse, de panique et un profond sentiment d'abandon. Je me suis retrouvé aux urgences psychiatriques et mon hospitalisation m'a permis de rencontrer une équipe soignante qui avait une toute autre approche des soins, empathie, bienveillance, sollicitation non dirigiste à des participations à des ateliers, musique, dessin, écriture, relaxation, à des accompagnements dans le parc avoisinant ou chez le coiffeur. Je me suis senti moins seul et j'ai pu, grâce aux ateliers, exprimer mes souffrances. Créée en 2015, l'association Bipolaire Si Tu Savais est basée sur Nancy. Elle a pour but de faire connaître au grand public les troubles bipolaires et ainsi d'informer et de casser les préjugés liés à la maladie. L'association met notamment l'accent sur le rôle des proches des personnes concernées par la maladie et inclut aussi des professionnels de santé mentale qui participent aux événements et peuvent animer des interventions. Avec le Raptor Neuropsy, on travaille en partenariat avec cette association depuis une bonne année maintenant. Pour discuter de ce sujet phare de la santé mentale, l'association Bipolaire Si Tu Savais organise tout un tas d'événements complètement différents. Concerts, émissions de radio, conférences, expositions, randonnées, etc. Avec le Raptor Neuropsy, on avait par exemple pu participer à une randonnée l'été dernier où nous avions présenté notre livret sur les bienfaits du contact avec la nature, sur la santé mentale justement. Boum! On n'a jamais balancé autant d'informations dans une vidéo et croyez-moi de base elle devait faire 30 minutes mais on a bien élagué le script. Parce que 30 minutes, c'est long. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Allez, on se retrouve très vite pour plein d'autres sujets passionnants. D'ici là, propagez-moi toutes ces informations parce que c'est aussi votre rôle et que c'est grâce à vous que toutes ces bonnes actions peuvent se faire connaître. Prenez soin de vous, mes dinos, et à très bientôt. Double ciao.